Salut à tous, il y a eu une grosse actualité la semaine dernière et il fallait qu'on en parle. Je suis avec Jacques. C'est évidemment, Jacques, l'éviction, le fait que Omar Soliman s'est fait virer par l'Ali Benghazi, par l'Ali si, Benghazi. Je voudrais savoir déjà comment est-ce que tu as appris cette information. Est-ce que tu as été surpris? Je sais que nous on en avait parlé un petit peu à l'antenne en disant que son arrivée à l'Ali Benghazi avait été un petit peu particulière, qu'il n'avait pas vraiment pris la mesure de son équipe. Est-ce que tu es surpris honnêtement? Alors oui et non. Concernant la surprise, la première Étienne, c'est parce que ce qui m'a surpris, c'est qu'il soit viré, pour être honnête avec toi. Ça arrivait tellement rarement, je pense qu'on a toujours plus les yeux sur l'effectif qu'autre chose. On prend pas toujours en considération l'importance du coach, même si on le sait, mais je pense pas que ce soit un changement qui arrive aussi rapidement que ça. Surtout qu'on a une équipe aussi importante avec un effectif aussi lourd. Je crois que la plupart des GM vont se dire, ben, on va investir dans la continuité. À un moment ou l'autre, ça va s'améliorer. Euh, donc moi, de ce fait-là, j'étais surpris qu'il le décide. J'étais pas surpris. Pourquoi? Parce que quand on a suivi tous les matchs de la conférence, on se rend compte de cette équipe à Al-Ahly. Eh ben, je sais pas le temps qu'ils ont. Alors, on peut pas tout mettre sur le coach aussi. Je sais pas quels ont été leurs temps de préparation. Je sais pas quelle a été aussi sa place, sa responsabilité dans le recrutement. Mais quoi qu'il en soit, on s'est rendu compte que le potentiel d'effectif était bien au-dessus du rendement actuel de cette équipe-là. D'ailleurs, on les avait à un moment définis comme étant un gros effectif et pas une grosse équipe. Et d'ailleurs, ça avait été un petit peu le cas l'année dernière, puisqu'il était avec Al Ittihad. Ils avaient fait une bonne saison régulière dans une conférence qui était faible, on va pas se mentir. Mais dès qu'il y avait eu les playoffs derrière, ça avait pas été fameux. Ils avaient perdu en demi-finale, puis la finale pour la troisième place. Et au final, pour un petit peu les mêmes raisons. C'est-à-dire, il a un gros effectif, mais il en tire pas grand-chose. C'est un petit peu dur de le dire comme ça, mais c'est un peu factuel. Euh, Très honnêtement, sur le papier, et c'est ce qu'on a dit nous pendant la conférence, c'est que l'effectif était très très solide, très très fort. Et maintenant, ils vont avoir 2 mois pour travailler, sachant qu'ils ont en plus de ça une difficulté, c'est que Boissy est avec l'équipe, mais que, ni Hatchwill, ni Majok Deng, ni Donovan Williams, ni Damien Borg ne semblent être, dans l'effectif en ce moment. Ils ont 2 mois pour travailler, mais ils travaillent avec les locaux, sachant également que Mohamed Sadi n'est pas là puisqu'il joue, dans le championnat libyen pour Al Ittihad. Donc le nouveau coach, le grec, attends, j'ai son nom, Fotios Katikaris, c'est pas si facile que ça non plus pour lui. Il va falloir travailler, mais quand est-ce, comme tu dis, quand est-ce qu'il aura tout le monde, à disposition? Ça, on sait pas. Alors ça, c'est parfois travailler avec la corde au cou, comme on aime bien dire. Mmh. C'est que la situation est difficile. Et l'entraînement à distance, ça marche pas au basket, entre guillemets. Mieux vaut pas voir les joueurs Le sur place. télétravail, ça marche assez Le assez télétravail, peu. c'est pas quelque chose qui fonctionne bien, non. Et je le dis encore une fois, les conditions sont difficiles. Je pense que quand on regarde l'effectif, c'est peut-être probablement le meilleur effectif offensivement quand on parle au niveau Mmh. potentiel qu'on ait jamais eu à la BL. On a deux MVP de la BL, on a des joueurs qui ont été reconnus en G League, qui ont fait des très très grosses stats. C'est un effectif enfin, qui va pas être facile à gérer parce qu'en fait, il faut pouvoir repositionner tous ces joueurs-là à leur position, mais il faut aussi qu'il y ait de la solidarité dans le groupe, de la connectivité. Et pour que cela arrive, il faut que les joueurs passent du temps ensemble, sur le terrain et en dehors du terrain. Donc, ça n'a pas été facile pour l'ancien coach, mais pour le nouveau coach, ça va être aussi un challenge. Parce que derrière ça, et moi je parle toujours des investisseurs, parce qu'au basketball, il faut parler des investisseurs, c'est que quand vous demandez de signer un chèque, il doit avoir un retour sur le financier. Ouais, Et bien sûr. parfois, l'investisseur va pas se commencer à se casser la tête, à se dire combien de temps on a eu pour la préparation, qu'est-ce qui s'est passé entre. Lui, il a signé son chèque, vous avez un projet qui est sur papier, ça doit arriver à objectif. Pour Alali, ben, il y a qu'un objectif, c'est d'arriver premier. Et Mmh. ouais, pour moi, ils ont fait un pas en faisant un changement, mais il faut aussi s'assurer qu'on établit les bonnes directions maintenant pour que ce groupe puisse travailler avant les finals, parce que la BL, quand on arrive aux finals, ça vous prend un jour et vous êtes dans l'avion si vous n'êtes pas préparé. On a vu un précédent dans l'histoire de la Basketball Africa League, c'est José Neto, lors de la saison 4, qui s'était fait virer après la saison régulière. On sentait que son projet un petit peu arrivait un peu au bout de ce qu'il pouvait faire. Il avait été remplacé par le coach Moreno Valdeomillos, qui a été champion tout de suite, dans une saison où on avait trouvé que le Petro était pas incroyable. C'est vrai que c'est pas facile de changer entre la saison régulière et les playoffs, ça se fait pas beaucoup. Il faut dire aussi que c'est souvent une question d'argent. Parce que, on se dit que, heu,
virer un coach, bah, ça a un prix, surtout recruter quelqu'un d'autre, ça a également un autre prix. Je suis pas tant que ça surpris, moi, qu'Alaï l'ait fait parce que c'est clairement une force de frappe importante, une force financière importante. Heu, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve aussi que ça montre à quel point le coaching à la Basketball Africa League devient de plus en plus difficile. Je m'explique. C'est qu'on recrute des joueurs qui sont de plus en plus forts, mais le pool de coachs d progresse pas à la mesure que les coachs arrivent. Je sais pas si que les gros joueurs arrivent. Je sais pas si ça a du sens ce que je raconte, mais quand on voit par exemple un joueur comme David Michino qui arrive à la Basketball Africa League, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de coachs en Afrique qui ont déjà coaché des coachs de ce calibre-là. Donc au final, avoir Soliman qui se fait virer, c'est peut-être surprenant dans un sens, mais ça a du sens dans l'autre aussi. Oui, et la pression est de tous les côtés pour les coachs. Il y a exactement ce que tu viens de dire. Les joueurs, ben, c'est facile en fait. Trouver un joueur, il y en a de tous les niveaux partout sur la planète, qu'on aille les chercher en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique ou en NBA. Il peut en avoir, mais la question c'est est-ce que les coachs ont l'habitude de travailler avec ce genre de joueurs? Alors, et en plus de ça, et on l'a vu avec Bor, il est arrivé, on sifflait pas de faute. Il y a 3 4 Ouais. matchs où et il s'est pas plaint, mais regardez l'arbitre en disant, mais les gars, il y a faute. On m'a arraché le bras, on m'a arraché la jambe. Qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, il y a une réalité pour le joueur qui s'habitue dans cet écosystème, ça va lui prendre du temps. Mais l'autre réalité, c'est que sur papier, quelqu'un qui n'a pas regardé le match et qui n'a pas investi son temps dans les détails va se dire non, le joueur qui marque 20 points, 23 points, 10 assists en G-League, il a 13 points dans cette équipe en BL. Ça peut pas être le joueur, parce que je l'ai vu, il est en condition physique. Ça peut être que le coach qui travaille mal avec lui. Mais il y a tout un écosystème. C'est pour ça que j'ai la pression. C'est pas seulement sur le coaching du coach, sur les entraînements du coach, c'est l'adaptation de joueurs étrangers qui viennent dans une BL. Et c'est normal, c'est partout comme ça. Ce sera la même chose pour un joueur NBA qui arrive en Euroleague. On en a vu des joueurs NBA qui arrivent en Euroleague qui n'arrivent pas Ouais. à trouver des solutions parce que non seulement le coaching est différent, mais aussi l'arbitrage est différent. Donc, le coach se retrouve au milieu de tout ça. Est-ce qu'il est habitué au joueur? Est-ce que le joueur va s'habituer? Est-ce que les conditions de l'équipe ont été réunies pour que cette équipe fonctionne bien? C'est-à-dire, est-ce qu'on a eu les moyens de les ramener? Et pour qu'une équipe soit préparée, pour moi, il faut 3 mois. C'est 3 mois. Si on amène une équipe 2 semaines avant, 3 semaines avant, déjà, vous avez déjà raté la moitié de votre billet. Et donc, dans ces conditions-là, c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs les coachs transférer. Alors, tous ne transfèrent pas, il y en a qui jettent leurs lunettes une fois de temps en temps, mais, mais on voit les coachs transférer parce qu'en fin de compte, c'est eux la cible principale si l'équipe ne Ouais. fonctionne pas. Et surtout, en plus, si tu regardes bien, le parcours de cette équipe d'El Ahly dans la conférence, c'est que Omar Seliman se fait virer, mais ça se joue à rien du tout. Parce que hem, quand ils perdent leur 2e et leur troi et leur c'est leur 2e match, ils perdent pas de beaucoup. Et donc en fait, ça se joue vraiment sur, allez, un shoot ou, Foster. quand Antino Jackson met son buzzer beater, c'est contre le Petro ou c'est contre l'Ali? J'ai un petit doute tout à coup. Non, C'est qu'on le Petro, Teddy Jackson, c'est parce que contre le c'est Petro, le donc c'est close-out de Castro ouais, c'est ça, qui c'est ça, saute c'est à ça. la feinte. Ouais, parce que pareil, Moreno, il se serait probablement pas fait virer, mais si jamais le coach du Petro perd son job à la fin de la conférence, et ben, ça se joue sur un shoot, ça se joue parfois sur une perte de balle, ça se joue sur une chose. Et c'est fou parce que on retient finalement que le résultat, mais on oublie, bah, parfois tout ce qui a été fait. Et c'est vrai que c'est particulièrement compliqué. Par exemple, à l'inverse, rappelle-toi d'N-City qui perd contre, Dar City sur ce shoot de Foster qui récupère le ballon sur un contre et qui shoot. Si NCT avait été si admettons Bradley Hibbs n'est plus le coach d'NCT l'année prochaine, et ben peut-être que s'il avait été en playoff, peut-être qu'il aurait gardé son job. Donc ça montre aussi à quel point ce métier de coach, même si on n'a pas découvert ça cette saison, est encore plus difficile. Ça n'empêche que, pour la suite des playoffs, et on va revenir sur cette équipe de Benghazi, il y a quand même de la pression sur le coach grec parce qu'il a probablement le meilleur quintet, ou en tout cas le meilleur noyau dur de 5 joueurs peut-être de l'histoire de la Basketball Africa League, dont tu parlais tout à l'heure. Mais les mettre en place en si peu de temps, ça va être extrêmement difficile, sachant qu'en plus, hem, bah, là, on va arriver sur les matchs qui comptent double. Parce que je sais pas ce qu'il a comme contrat, on n'a pas les modalités. Je suis pas sûr qu'il ait un contrat longue durée. Je pense que c'est probablement un contrat pour la fin de la saison. S'il est champion, eh ben, on va dire bravo. S'il se fait éliminer en quart de finale, eh ben, on dira ce coach, il était pas incroyable. Alors qu'au final, il aura coaché quoi?
3, 4 matchs à la Basketball Africa League. Qu'est-ce que c'est difficile, je trouve. C'est hyper difficile. Et une fois que vous arrivez aux finals, votre ticket, je crois qu'il est déjà préétabli à l'avance. Vous pouvez partir à n'importe quelle seconde. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que les équipes parfois partent pendant la nuit, ils ont perdu, et puis quelques heures plus tard, ils sont déjà dans l'avion. Et donc, Ouais. on se rend compte que ça coupe très rapidement. Le coach qui va rentrer maintenant n'a rien à perdre parce que finalement, il va être passé dans une situation où il aura toujours l'excuse de dire, et c'est pas une excuse, c'est le mauvais terme utilisé, mais il pourra toujours dire que c'était pas son recrutement, c'était pas sa préparation, ça prenait du temps de préparer cette équipe-là, mais il y a quand même, pour moi, il y a des choses qu'on doit voir à chaque match. Et c'est trois choses qu'on doit voir à chaque match. La première chose, c'est qu'on doit avoir des changements stratégiques à travers le match. Ça, c'est des choses que je trouve que beaucoup de coachs qui rentrent dans la BL sont pris par ce tunnel parce que c'est extrêmement compétitif et oppressant quelque part, parce que le niveau de compétition est tellement élevé que les coachs oublient font parfois de faire des changements tactiques. Et à un moment ou à un autre, on voit des va-et-vient et on se dit, mais il n'y a plus de changements, c'est toujours les mêmes rentrées, les mêmes passes, les mêmes phases. Et les coachs, en fait, sont dans cette vision de tunnel. La deuxième chose, c'est que il faut utiliser son banc. Si on n'utilise pas son banc, et on a vu avec l'équipe de Dar Salam, on a parlé de Papi Gay, c'est pas que Papi Gay est un ancien coach de l'année, on ne parle pas de ses qualités à lui, mais ça n'empêche qu'à certains moments, on peut se poser des questions. Quand on a un banc, on a un joueur de 2009 ou 2008 qui met 16 points, 5 rebonds et puis qui n'a plus de temps de jeu, qui n'a pas eu avant. Puis on a un joueur qui, sur ce seul match, aurait pu faire un double-double. On peut, Il a eu enfin, son double double, hein. il a eu son double-double, ce que je veux dire, un 20-20, 20 points, 20 Ouais. rebonds. Je pense qu'il a pas eu les 20 points. Sur ce seul match, un joueur de 2,5 m qui me prend 22 rebonds, 15-16 points. 24 après révision des stats. C'est un mauvais. 24 rebonds, c'est énorme. Oui, mais il fait 2,5 m. Il met 2 sur 3 à 3 points, je pense. Je veux dire que sur ce moment-là, un scout qui arrive, qui descend à ce match de BS, dit, mais ce joueur peut être en G-League. Ce joueur n'a pas joué avant, n'avait joué que 40 secondes avant, entre guillemets. Donc on se pose des questions sur pourquoi ceci. Et puis la dernière chose, c'est que dans les moments où vous perdez, vous devez avoir des solutions. Ça veut dire des changements de défense, des presses, que ce soit en zone presse, des double teams, etc. On doit sentir que vous êtes capable de changer le rythme sur le terrain. Et si vous n'avez pas ces trois choses-là, et beaucoup de coachs rentrent dans la bielle, vont pas faire leur jouer leur banc parce que c'est le 5 majeur, on a des joueurs à 30 minutes, vont pas faire des changements stratégiques, et puis au moment où ils perdent, en fait, c'est pas les 3 dernières minutes qu'on met un press, c'est terminé. Ouais. C'est 15 minutes avant, c'est déjà à deuxième mi-temps. Et si vous n'avez pas ça, ben on pose la question, mais où en est la préparation du coach? Ou bien, je dirais même, où en est la préparation de l'assistant? Parce que l'assistant, pour tout head coach, c'est votre bras droit, il doit vous réveiller quand vous rentrez dans cette vision de tunnel. Et on a vu cette année-ci, plus particulièrement, même dans des bonnes équipes, on a eu des joueurs qui sont montés, qui ont donné 2-3 bonnes minutes, et on s'est posé la question, même si on sait que ces coachs ont de l'expérience, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas pu utiliser ces 2-3 minutes encore à deuxième mi-temps ou à un autre moment? Parce que quand les joueurs sont rouges, vous n'allez pas croire qu'un jour de repos va changer un joueur. Quand un joueur est dans le rouge, il est dans le rouge. Il a besoin de 3-4 jours. C'est terminé votre BL. Et donc voilà les choses qu'on a remarquées, voilà dans quelle situation sont les coachs. Mais je suis étonné que moi, qu'à la saison 6, on a encore des situations pareilles avec certains coachs très reconnus. Parce que normalement, si vous avez étudié les autres saisons, vous avez compris que les trois choses que vous devez avoir sont là sur la table. Il y a une chose qu'on peut noter par rapport au coaching, c'est c'est difficile aussi comme tu disais, de préparer l'équipe en seulement 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Il y a autre chose qui entre en ligne de compte, c'est le format de cette Basketball Africa League qui permet pas à certaines équipes aussi d'avoir le temps parce qu'ils ont pas l'argent pour garder leurs joueurs. Je m'explique. Par exemple, cette saison, une équipe comme Dar City, admettons, je sais pas s'ils ont le budget pour garder David Michino, Utomi, Foster, et cetera, pendant 2 mois avant de pouvoir jouer les playoffs. Et c'est vraiment un désavantage pour ces équipes-là. Quand vous jouez la première conférence, maintenant il y en a plus que 2 des conférences, mais c'était encore plus le cas l'année dernière. Rappelle-toi de la différence entre Al Ittihad en saison régulière et Al Ittihad en playoff. Entre-temps, il s'est passé 2 mois, presque 2 mois et demi même, et en fait, on n'a pas l'argent pour garder les joueurs. Donc les joueurs doivent partir, soit avoir un autre contrat, parce que rappelle-toi, ça avait été le cas, aux River Soupers de Maxi Chamba, qui était parti jouer la finale du championnat de Côte d'Ivoire. En plus de ça, il y a des risques de blessures. Peut-être que si jamais il y avait, je sais pas, une saison un peu plus longue, je dis une bêtise, mais si la saison faisait 5-6 mois à la Basketball Africa League avec des matchs tous les week-ends, et ben, peut-être qu'on verrait aussi
peut-être en termes de coaching, peut-être davantage. Parce que là, le fait de pas avoir le temps de se préparer, de pas pouvoir garder ses joueurs, c'est clairement un souci. Et d'ailleurs, ça me fait penser que le coach du Petro, j'ai l'impression qu'il a gardé ses joueurs pour l'instant parce que le Petro a été champion, enfin vient de gagner la coupe d'Angola et sur les photos, on voyait Peter Jok, Elonu et Javion Blake, mais qui étaient en civil. Donc j'ai quand même l'impression qu'ils sont en Angola et qu'ils doivent peut-être probablement s'entraîner encore avec l'équipe. Je sais pas s'ils vont jouer, enfin peut-être que je balance ça pour rien. Mais en tout cas, ça va encore marquer un fossé entre les équipes qui ont de l'argent et les équipes qui en ont pas, quoi. Ouais. Mais Étienne, par rapport à ça, par rapport aux équipes qui ont des moyens financiers, c'est le nerf de la guerre. On va pas créer Évidemment. une BL dont on rêve avec des équipes qui n'ont pas les moyens. Alors, je dis pas que ces équipes ne doivent pas se battre pour trouver les moyens, je ne les enterre pas du tout, mais la réalité dans le sport, surtout dans le sport comme on l'a développé aux États-Unis, où c'est un véritable business, c'est-à-dire qu'il y a un échange financier. C'est ce que tous les coachs africains rêvent, c'est ce que tous les joueurs africains rêvent. Il faut trouver des gros moyens. Si vous n'avez pas les moyens, bien sûr, vous allez faire face à ces difficultés. Et il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, ce que tu dis, pour moi, c'est qu'on commence à se retrouver dans une situation où les franchises commencent à devenir apparentes, on commence à les sentir à l'horizon, parce qu'on commence à sentir les limites du système dans lequel on est. Moi, j'ai bien aimé ce système parce que on aura pu voir des équipes sortir de partout. On a eu des équipes congolaises, des équipes du Sud-Soudan, etc. Ça a motivé beaucoup de groupes et je suis certain que c'était le vouloir de la BIED, de la FIBA, etc. de se dire, bah voilà, on veut que partout en Afrique, il y ait des équipes qui se disent, bah nous, on peut y arriver, effectivement. Et puis maintenant, peut-être, c'est un moment où les franchises doivent rentrer pour avoir cette régularité, 6 mois, tous les week-ends, et avoir des effectifs et monter d'un cran, parce que avec la régularité que tu proposes, eh ben, rien qu'avec le coaching et les joueurs, on va être capable de monter d'un cran, parce que la constance va permettre d'avoir un autre niveau. Donc, moi, je commence à sentir quand même cette odeur de franchise qui arrive si on veut pouvoir passer au niveau supérieur. Parce que dans la situation où on est là, il y a des équipes qui ont extrêmement difficile, qui ont très peu de moyens, mais félicitations pour elles d'être arrivées jusque-là. Mais tu as des gros poids lourds qui se disent, ben nous, on est, alors j'aime pas utiliser Real Madrid, ça, mais on pourrait être le Real Madrid d'Afrique, ou etc., juste pour un petit peu comprendre la situation, qui se disent, ouais, mais le setup est encore un petit peu trop compliqué pour que notre branding explose aux yeux du monde, et on attend justement de devenir une franchise. Donc je pense que là, on se rapproche petit à petit du gros changement. On sait de toute façon que la Basketball Africa League continue, c'est seulement la 6e saison. Ils continuent à essayer de réfléchir en interne à comment améliorer cette ligue et c'est vrai, et c'était le thème de cette vidéo d'aujourd'hui, le coaching fait partie des choses qu'il va falloir, aussi, mettre à niveau, disons. Bref, Jacques, c'était un plaisir d'être avec toi. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis, on vous dit à plus tard sur Full Court Africa. Ciao.